Mes Excellences, Messieurs, Madame, mes amis, pendant que vous mangez et vous buvez quelque chose, je vais essayer de parler, hein, bien que je suis tenté moi aussi de manger un petit bout. D'abord, la bienvenue ici en Belgique et d'ailleurs la bienvenue en Flandre. Vous savez que vous êtes ici dans le palais du gouvernement flamand qui, depuis quelque temps, a lui aussi créé une institution pour faire la coopération au développement, le VAIS, V-A-I-S, qui, depuis son début, a décidé de travailler dans le cadre des objectifs du millénaire. Alors, dans le petit discours que je vais vous adresser, je vais soutenir vos idées et j'espère que je vais vous inspirer. J'espère aussi vous donner quelques challenges, quelques défis, parce que le monde de la coopération au développement est un monde très complexe et de plus en plus complexe, de plus en plus fragmenté, avec des intérêts divers. Et je sais que vous luttez pour les objectifs du millénaire, mais il y a plein d'autres acteurs, comme je vais vous démontrer, qui n'ont pas les objectifs du millénaire sur leur agenda. J'ai préparé un petit PowerPoint et je voudrais quand même commencer à vous dire que tous les pays, tant donateurs que les pays receveurs des fonds des pays donateurs, sont confrontés à quelques problèmes clés. Le premier problème, et je pense que pendant les jours qui viennent, vous êtes obligés en quelque sorte de répondre à cette question-là, c'est que autant au nord qu'au sud, le monde de la coopération est un monde très fragmenté. C'est un monde même de plus en plus fragmenté. De plus en plus, on est confronté à un système pluraliste. Vous savez que, par exemple, ici en Belgique, il n'y a pas seulement le gouvernement fédéral qui est responsable pour la coopération au développement, mais il y a aussi les régions, il y a même les provinces, il y a même les communes, les villes et communes qui se disent responsables pour une certaine coopération au développement. Au sein du gouvernement fédéral et au sein des gouvernements régionaux, il n'y a pas un seul ministre qui est responsable pour la coopération au développement. Il y a en quelque sorte chaque ministre qui peut, au sein de son portefeuille, dire que lui aussi, il fait quelque chose dans la coopération au développement. Ça veut dire qu'on est confronté à un pluralisme énorme. La même chose se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Et vous savez peut-être qu'aux États-Unis, il y a 50 ministères aux États-Unis qui ont une portefeuille pour la coopération au développement. On connaît tous l'USAID, mais l'USAID n'est plus responsable pour 60% de la portefeuille de la coopération au développement des États-Unis. L'armée américaine, à ce moment-ci, a la main sur 22% de la portefeuille de la coopération au développement. C'est ça que je dis, il y a un pluralisme croissant dans chaque pays donateur. Ce qui, évidemment, a comme conséquence qu'il n'y a plus personne qui sait très bien dans quel sens on va. Il y a un déficit de connaissances, il y a un problème d'orientation. Est-ce qu'on va vers les objectifs du millénaire ou est-ce qu'on va vers des intérêts commerciaux ou est-ce qu'on va vers des intérêts diplomatiques? En deuxième lieu aussi, il faut reconnaître que la coopération au développement, qui est née il y a une cinquantaine d'années, que petit à petit, il s'est créé une certaine communauté des gens qui partagent les mêmes valeurs. Tout le monde dit qu'on est contre la pauvreté, qu'on veut lutter contre la pauvreté. Tout le monde dit qu'on veut un développement durable. Tout le monde dit
on doit d'abord aider les pays les plus pauvres. Au sein de cette communauté des acteurs de la coopération au développement, on doit noter un déficit de débat. Et je suis très content que vous êtes là aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour entamer un vrai débat. Derrière la façade, il y a beaucoup d'antagonisme. Il y a beaucoup d'intérêts conflictuels. Et je pense qu'il est important d'oser les mettre sur la table. En troisième lieu, on voit dans tous les pays, si on parle de la Belgique, mais aussi de la France, des États-Unis et autres, que la coopération au développement est un monde très atomique, dispersé. Tout le monde fait son petit truc à lui, avec son petit ONG, avec son agence de coopération, et tout le monde fait son truc à lui sans vraiment essayer de voir ce qu'il y a de commun, ce qui pourrait être un agenda commun, ce qui pourrait être pas seulement un agenda, mais aussi un plan opérationnel commun. Et là aussi, je vous félicite d'oser de développer une stratégie pour voir si ce ne serait pas possible de développer en même temps un agenda et aussi un plan stratégique commun autour des objectifs des millénaires. En troisième lieu, il faut avouer, je pense, et c'est en quelque sorte, c'est osé de le dire, il faut avouer que la coopération au développement, c'est un monde très élitiste. C'est des intellectuels, c'est du monde des consultants, le monde des politiques, qui, en quelque sorte, se détachent du monde populaire et qui ont très peu de racines avec le monde populaire. Et on sait, surtout dans les pays donateurs, que les gens qui se sont engagés dans le monde de la coopération au développement ne sont pas en dialogue avec la population, ne sont pas en dialogue avec l'opinion publique. Et on peut en revenir plus tard, mais ceci est vraiment un vrai problème parce qu'en fin de compte, il faut avoir ce soutien de l'opinion publique pour pouvoir achever, même entamer, achever cet agenda, ce plan opérationnel. Et j'espère que vous autres aussi, avec votre idée de créer une loi, d'avoir un débat parlementaire dans chaque pays, j'espère que ceci aussi pourrait résoudre ce problème de déficit démocratique. Je vois que le monde de la coopération au développement est à caractériser par trois moyens. En quelque sorte, on a une communauté, comme je l'ai dit, on a une communauté de gens qui, plus ou moins, partagent les mêmes valeurs, les mêmes normes, les mêmes idées. Tout le monde est contre la pauvreté, comme j'ai dit, tout le monde est pour un développement durable, etc. Ceci est vrai. Mais je pense aussi qu'il est important que pendant vos pourparlers les jours qui viennent, de reconnaître que le monde de la coopération est en même temps aussi une arène. Il y a beaucoup d'antagonisme au sein de la coopération au développement. Il y a des gens qui sont en faveur de mettre tout le paquet dans l'aide d'urgence. Et d'autre part, des gens qui sont en faveur de mettre tout le paquet dans l'aide et la coopération structurelle. Il y en a ceux qui sont en faveur d'isoler la coopération au développement de tout ce qui concerne le commerce, de tout ce qui concerne le monde des finances. Et il y en a d'autres qui disent non, il faut être réaliste et il faut voir comment la coopération au développement peut s'articuler avec la problématique du commerce, avec la problématique monétaire et financière qu'on vit à l'heure actuelle avec la crise mondiale. Il y en a des gens qui disent qu'il faut mettre tout le paquet dans les pays les moins développés, les pays les plus pauvres. Il y en a d'autres qui disent non, il faut d'abord mettre le grand paquet dans les pays qui ont une bonne gouvernance. Alors vous voyez, le monde de la coopération n'est pas un monde homogène, même si on se présente souvent comme ça, comme un monde de gens qui s'entendent bien, qui ont le même agenda. Ce n'est pas le cas. Et je suis très content avec votre initiative parce que je pense, avec votre initiative, vous pouvez en quelque sorte créer un genre comment dirais-je, un genre de plateforme pour que les gens qui ont des intérêts divers puissent se rencontrer et trouver quand même un agenda et un plan opérationnel commun.
au fil du temps, pendant les 50 ans de la coopération au développement, on a investi à peu près 3 000 milliards de dollars américains. Mais bon, ces 3 milliards de dollars américains ne se sont pas distribués tout azimut, quoi. Il y a eu une certaine logique, et cette logique, quand on le voit par après, c'est une logique de marché. Il y a eu des gens qui ont eu un intérêt pour investir dans ce pays-ci, il y en a d'autres qui ont eu un intérêt pour investir dans un autre pays. Les uns voulaient investir dans la grande infrastructure, les autres voulaient investir dans l'achat des aliments pour faire de l'aide d'urgence, et ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous venons d'une période, les années 60 et surtout les années 70, des très grands projets. Des projets, des grands barrages, des grands projets agricoles, des grands projets d'infrastructures, ainsi de suite. Et dans les années 80, on est passé d'une certaine aide au développement vers une certaine coopération au développement, avec les idées d'une plus grande participation, d'une relation beaucoup plus horizontale entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, avec une ouverture beaucoup plus grande et une écoute beaucoup plus ouverte. On a donné beaucoup plus de possibilités aux pays receveurs africains, latino-américains et asiatiques de se prononcer eux-mêmes sur ce qui est leur agenda, ce qui est leur politique. Et on a eu aussi dans ces années aussi une préférence pour des projets multisectoriels ou, comme on a dit aussi, des projets intégrés. Mais malheureusement, les années 80 se sont succédées par la décennie perdue avec les plans d'ajustement structurel. Je ne dois pas entrer dans les détails, mais vous savez que tout le monde, dans les années 90, comme on dit en Flandre, 90 comme on dit en français, dans les années 90, tout le monde a dit, oublions un peu l'agenda de la coopération au développement et concentrons-nous à ajuster les économies des pays du Sud à l'économie globale. De là aussi tous ces efforts pour les programmes d'ajustement structurel. Alors maintenant, nous sommes venus dans les années 90 et comme l'a bien dit Madame Ginette, dans les années 90, il y a eu une succession de conférences internationales. Il y en a eu à Johannesburg, il y en a eu à Rio, à Istanbul, à Beijing, et chaque année, à peu près, on a eu des grandes conférences. Alors, l'avantage de ces grandes conférences, c'était qu'on passait de la coopération au développement à la coopération internationale. Vous voyez, on est venu de l'aide au développement à la coopération au développement et maintenant, nous sommes arrivés à la coopération internationale. De là, effectivement, cette internationalisation avec ces grandes conférences sur les conditions des femmes, sur les conditions climatiques et de l'environnement, sur le sort des enfants, sur l'habitat, sur les affaires sociales avec le sommet social, ainsi de suite. Et lors de ces conférences internationales, nous avons eu l'occasion de bien réfléchir sur les réalisations de la coopération au développement, mais aussi sur les grands défis de la coopération au développement. Et c'est pendant ces conférences, il faut bien l'admettre, que nous avons détecté beaucoup de problèmes au niveau des récipients, et notamment le problème de la gouvernance, mais aussi, et ceci est souvent oublié, aussi beaucoup de problèmes au niveau des pays donateurs, et notamment les problèmes d'incohérence, d'inconsistance, la non-coordination, le fait que la coopération était beaucoup plus, comme on dit en anglais, supply-driven, propulsée par l'offre plutôt que par la demande, ainsi de suite. On a découvert que la coopération au développement, que la coopération internationale elle-même souffrait de très grands problèmes. Et pour ce qui concerne les bailleurs de fonds, et là aussi, j'espère que les jours qui viennent, vous allez vous concentrer aussi là-dessus, il y a eu la déclaration de Paris. La déclaration de Paris, qui est la première tentative du côté des bailleurs de fonds de se coordonner, d'harmoniser les pratiques, mais ce qui est beaucoup plus important, de se soumettre
à l'agenda des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, plutôt que de se soumettre à un agenda propre à ses propres agences de coopération au développement. Ici, c'est le grand schéma de cette déclaration de Paris. Malheureusement, c'est en anglais, mais on parle de l'appropriation, ownership, alignement et harmonisation. Évidemment, aussi la gestion basée sur les résultats. Ça, c'est la déclaration de Paris. Mais bon, ceci dit, je me demande si vraiment cet agenda de réduction de la pauvreté, des objectifs de millénaire, la réduction de la dette et la déclaration de Paris, est-ce que cet agenda assez complexe, est-ce que c'est réalisable? Et moi, je trouve que pour vous, les jours qui viennent, c'est ça vraiment le grand défi. Est-ce qu'on peut marier les idées qui sont derrière l'agenda de la réduction de la pauvreté, les objectifs du millénaire, la réduction de la dette et puis la déclaration de Paris? Selon moi, c'est ça ce que vous devez voir. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on a cette internationalisation de la coopération internationale de l'aide au développement vers la coopération internationale, en même temps, il y a une autre tendance qui se présente. C'est la tendance de ce que j'appelle la localisation et aussi la fragmentation de la coopération au développement. Tantôt, je vous ai dit que l'armée américaine est responsable de 22% de l'aide bilatérale des États-Unis. Est-ce que l'armée américaine est impliquée dans la réduction de la pauvreté? Est-ce qu'elle est impliquée dans la réduction de la dette? Est-ce qu'elle est impliquée est-ce qu'elle est même intéressée dans les objectifs du millénaire? Est-ce qu'elle sait qu'il existe une déclaration de Paris? Non. Si en Allemagne, tous les Länder, c'est en quelque sorte les États, les provinces, est-ce qu'ils s'intéressent à l'objectif du millénaire? Est-ce qu'ils savent qu'il y a quelque chose comme la déclaration de Paris? Je m'en doute. Mais il y a une prolifération. Et je vais même au-delà des pays donateurs. Le même peut se dire aussi pour les Nations Unies. À l'heure actuelle, il y a 233 agences et programmes des Nations Unies. Chaque année, il y en a 4 ou 5 qui se créent. Les plus connus des nouveaux arrivés, c'est l'Alliance Gavi, par exemple, pour la vaccination. Les plus connus, c'est le Fonds global pour la lutte contre le malaria, le sida et le TBC. Mais il y en a 4-5 qui sont créés chaque année. Est-ce que tous ces agences et tous ces programmes, est-ce qu'ils sont intéressés à s'allier derrière l'agenda de la réduction de la pauvreté, les objectifs du millénaire, la réduction de la dette et la déclaration de Paris? Je m'en doute. Sur la scène privée aussi, auparavant, on était confronté à des milliers d'ONG. Maintenant, on parle de dizaines de milliers d'ONG. Des dizaines de milliers d'ONG. Il y a plus que ça. Il y a maintenant aussi d'autres acteurs qui se présentent sur la scène. Il y a les fondations. Tout le monde connaît la fondation Bill Gates, par exemple. Mais il y a des milliers de fondations issues des pays européens et nord-américains qui se présentent sur la scène. Il y a les syndicats, il y a les écoles, il y a les communes. Il y a tout un tas de nouveaux acteurs qui sont bien implantés dans les pays du Nord, mais qui se présentent comme nouveaux acteurs de la coopération au développement. Est-ce que tous ces acteurs s'intéressent à la réduction de la pauvreté, aux objectifs du millénaire, réduction de la dette et à la déclaration de Paris? Je m'en doute. J'ai oublié encore de mentionner qu'il y a d'autres donateurs émergents, comme la Chine, l'Inde, Thaïlande, Afrique du Sud, Brésil, l'Oman, l'Arabie Saoudite. Il y en a aussi des dizaines.
La Pologne, Slovaquie, Tchéquie, etc. Là aussi, je pose les mêmes questions. Il y a un autre défi que je vous présente aussi. Il n'y a pas seulement cette multiplication d'acteurs, mais il y a aussi, je pense, une contradiction dans l'agenda même qu'il faut bien voir. Les objectifs du millénaire sont le résultat des pourparlers, des négociations, des réflexions au niveau international. C'est un agenda international. Mais d'autre part, on impose aux pays du Sud, pour qu'ils reçoivent un certain appui dans la réduction de leur stock de dette, on leur impose les DSRP, les plans stratégiques de réduction de la pauvreté. Mais les plans stratégiques de réduction de la pauvreté, ceci n'est pas un passe-partout comme les objectifs du millénaire. Ceci devrait être quelque chose de spécifique à chaque pays. Ça veut dire avec beaucoup de variété, pas comparable d'un pays à l'autre. Le plan de réduction de la pauvreté du Ghana ne devrait pas ressembler au plan de réduction de la pauvreté du Botswana. Sinon, il y aura un problème. Sinon, ça voudrait dire qu'il ne répond pas à la réalité locale. Mais les objectifs du millénaire restent les mêmes. Alors, je me pose la question, et c'est à vous de répondre à ça les jours qui viennent, comment marier ces deux? Un plan global qui est assez, disons, strict, c'est assez passe-partout, et d'autre part, les documents et les stratégies de réduction de la pauvreté qui devraient être par définition très variables, très différentes. Parce qu'il y a cette communauté qui devient de plus en plus diversifiée. Et alors là, il est important qu'au moins, dans chaque pays, il y a, peut-être pas une loi, mais bon, ce serait bien que ce soit une loi, bon, au moins une motivation commune et une plateforme commune pour faire la même chose, pour suivre le même agenda. De ce fait, moi je suis très content qu'ici en Belgique, par exemple, que ce n'est pas seulement le gouvernement fédéral qui s'engage pour les objectifs du millénaire, mais aussi la communauté wallonne, la communauté francophone, pour ceux qui ne connaissent pas notre pays, et la communauté flamande. C'est important qu'au moins les différents acteurs ici disent c'est ça ce que nous voulons atteindre. Et j'espère aussi que ceci pourrait se faire aux États-Unis, ceci pourrait se faire en Allemagne, ceci pourrait se faire en Botswana, Bangladesh, Ghana, Sénégal, ainsi de suite. Mais d'autre part, je vous ai donné quelques défis. J'espère que je vous ai alerté pour le fait qu'il n'y a qu'une minorité de gens qui connaissent les objectifs du millénaire. Il n'y a qu'une minorité de gens, même au sein de la communauté de la coopération au développement, qui connaissent les objectifs du millénaire. Et il n'y a qu'une minorité de cette minorité qui est prête à suivre les objectifs du millénaire, parce qu'ils ont un autre agenda. L'armée américaine, pour ne pas revenir à ce même exemple, a un tout autre, je ne dois pas vous expliquer, non, a un tout autre agenda. Le ministère du Commerce de France, qui a elle aussi beaucoup d'intérêt, qui est un acteur très impliqué dans la coopération au développement, a un tout autre agenda que les objectifs du millénaire. Alors, en même temps, je suis extrêmement content que vous êtes ici pour travailler sur ce même sujet. Je vous félicite pour avoir le courage de le faire. J'espère que vous allez réussir. Mais en même temps, je vous dis, faites attention, parce que vous n'êtes pas les seuls sur la scène. Il y a d'autres qui veulent autre chose. Alors, il faut être très alerte. Je vous remercie.